Eh bien, merci de votre invitation et merci à vous d'être venu ce matin. Alors effectivement, comme le disait Madame, lors des précédentes séances de ce cycle, on a abordé bien des questions qui concernent le rapport de la France à la Méditerranée. Mais ce qui a dominé, c'est l'approche Orient musulman face à l'Occident chrétien. Alors on s'est attaché à montrer que ce face-à-face n'a pas eu lieu uniquement sur le mode de la confrontation, mais aussi sur le mode de l'échange et des emprunts mutuels. Néanmoins, je trouvais intéressant de vous montrer que la Méditerranée a aussi été pendant très longtemps un lieu d'échange et de confrontation entre puissances chrétiennes. Ce que je vous propose donc ce matin, c'est une évocation sur le temps long, du XIIIe au début du XVIe siècle, une évocation sur le temps long des rapports de force entre ces différentes puissances chrétiennes. Je vous propose donc en somme un peu de géopolitique historique du point de vue de ceux qui ont gouverné la France. C'est une perspective assez classique, me direz-vous, mais qui est indispensable pour bien comprendre ce qu'est le monde méditerranéen à la fin du Moyen Âge. Ça permet aussi, je pense, de dépasser un peu le débat entre les tenants de la world history et leurs adversaires, qui est parfois un peu binaire et qui se résume souvent à la question de savoir si les mondes anciens étaient ouverts ou fermés. Bien sûr, ils étaient ouverts. Aujourd'hui encore, la frontière de la Corée du Nord n'est pas absolument étanche. Ce sont des mondes ouverts, mais jusqu'à quel point? C'est ça, au fond, la question. C'est pourquoi je vous propose, dans cette évocation sur le temps long, de faire un point assez long sur les rapports économiques au sein de la Méditerranée, vraiment à la fin du Moyen-Âge, là plutôt au XVe et au début du XVIe siècle. Je pense que c'est une approche qui complète l'approche par la culture, la science et la philosophie, puisque dans ces domaines, il y a évidemment toujours eu une sorte d'international du savoir. Donc évidemment, il y a eu des contacts, mais je trouve que l'approche politique et économique est aussi très importante. Et surtout, elle nous permettra de considérer dans son ensemble un phénomène qui est très important, évidemment, à savoir la montée en puissance de la vocation méditerranéenne de la France, dans un environnement, la Méditerranée, qui est extrêmement fluide et où les empires ne cessent de se faire et de se défaire. On peut dire qu'aujourd'hui encore, la Méditerranée est l'endroit du monde où la géopolitique est le plus en mouvement. Quand on voit ce qu'était la Méditerranée dans les années 50, puis dans les années 60, 70, 80, 90, on voit que nulle part au monde il n'y a eu de tels bouleversements politiques. Alors, on peut commencer par un constat qui est assez simple, c'est-à-dire que les rois de France, à l'origine, ne sont pas du tout tournés vers la Méditerranée. Déjà, le centre de gravité de l'Empire carolingien se situait entre la Loire et le Rhin, disons. Pour les rois capétiens, c'est encore pire, puisqu'ils doivent reconstruire leur domination et leur pouvoir à partir de l'Île-de-France et de l'Orléanais. Pour Philippe Auguste encore, au tournant donc du XIIe et du XIIIe siècle, les affaires anglaises, flamandes et impériales sont beaucoup plus importantes que celles du lointain Languedoc. Et au début de la croisade des Albigeois, Philippe Auguste se préoccupe assez peu de ce qui se passe du côté de Toulouse et ne répond pas tellement aux appels du pape. Raison pour laquelle la croisade va être dirigée au début par un chevalier d'Île-de-France, Simon de Montfort, dont le fils d'ailleurs se raconte de Leicester, ce qui montre la profonde unité du monde franco-anglo-normand, disons. Et bon, il suffit de regarder cette carte pour constater que Paris est beaucoup plus proche de Londres que de Toulouse. C'est vrai à vol d'oiseau, mais c'est aussi vrai en temps de trajet. Et de ce point de vue, on peut dire que la Manche fait office de trait d'union bien plus que de frontière. Donc les chevaliers français et les chevaliers anglo-normands se combattent, mais ils font partie du même monde. Ils se respectent, ils se comprennent et ils s'estiment. Donc l'affrontement entre Plantagenets et Capétiens est un affrontement dynastique, qui est modéré par les lois de la chevalerie. Ce n'est pas du tout une guerre de civilisation, alors qu'au contraire, on peut vraiment parler de guerre de civilisation entre le nord et le sud, à l'occasion de la croisade des Albigeois. Donc cette croisade a été lancée par le pape contre les Cathares, contre les comtes de Toulouse et contre l'aristocratie méridionale, largement gagnée à l'hérésie. Alors au début du XIIIe siècle, vous le voyez sur cette carte,
tout l'actuel Midi français est partagé entre deux dominations principales, celle du comte de Toulouse, voilà, par là, hop, et celle du roi d'Aragon, qui avait beaucoup de vassaux de l'autre côté des Pyrénées, et qui prétend même à la suzeraineté sur le comté de Provence. Donc ce sont les deux acteurs principaux du Midi français à cette époque, le roi d'Aragon et le comte de Toulouse. Alors vous le savez, la croisade des Albigeois a été remportée évidemment par les hommes du Nord. Simon de Montfort triomphe du comte de Toulouse d'abord, et puis du roi d'Aragon qui est tué en 1213 à la bataille de Muret. Simon de Montfort lui-même est tué en 1218, et à ce moment-là, le roi de France reprend en main la croisade, Philippe Auguste, donc par l'intermédiaire de son fils, Louis VIII, qui meurt prématurément en 1226. Cependant, dès 1229, la victoire du Nord est assurée par un traité qui prévoit le mariage de la fille du comte de Toulouse avec l'un des frères de Saint-Louis, du futur Saint-Louis, à savoir Alphonse de Poitiers. Et par ailleurs, en 1245, autre événement très important, un autre frère d'Alphonse de Poitiers et de Saint-Louis se marie avec l'une des filles du dernier comte de Provence indépendant. Et en 1245, la Provence devient capétienne. Par ailleurs, les rapports de force se stabilisent à la fin du XIIIe siècle, sous le règne de Saint-Louis, puisque Saint-Louis réussit à signer toute une série de traités avec le roi d'Angleterre, mais aussi avec le roi d'Aragon. Et en 1258, le roi d'Aragon renonce en fait à tous les fiefs qui sont au nord des Pyrénées. Voilà, tout ceci. Et ne conserve plus que Montpellier. Et puis, bon, plus anecdotique, la vicomté de Carlat, ainsi que, quand même, le Roussillon. Alors, il s'agit d'un tournant majeur, évidemment, puisque pour la première fois, les chevaliers français atteignent les rives de la Méditerranée. Par chevaliers français, on entend les chevaliers d'Île-de-France, et c'est cette signification-là que conserve le mot français jusqu'au XIVe siècle. Quand Froissart parle des chevaliers, des chevaliers français, il parle des chevaliers du bassin parisien. Ce n'est qu'au tournant du XIVe et du XVe siècle que le mot de français prend la signification qu'on lui connaît aujourd'hui et s'identifie petit à petit aux habitants, disons, du royaume de France, au sujet du roi de France. Alors, c'est un bouleversement politique majeur qui ne fait pas sentir tout de suite ses effets, puisque dans l'immédiat, les rois de France n'ont pris possession que d'une bande de terre assez étroite le long de la Méditerranée. C'est le Languedoc au sens vraiment le plus restreint du terme. Une bande littorale, mais sans port, puisque, je vous l'ai dit, Montpellier reste aux mains des rois d'Aragon. D'où, c'est bien connu, les travaux engagés par Saint-Louis à Aigues-Mortes, de manière à en faire une base de départ pour l'Orient. Et enfin, le port d'Aigues-Mortes est un tout petit port qui est situé au fond d'une lagune, relié à la mer par un canal qui en plus a tendance à s'ensabler. Donc c'est quand même une entrée maritime assez modeste. Alors, on peut dire que quand même l'intégration du Midi français à la France royale progresse assez vite, contre toute attente, puisque la croisade des Albigeois a été d'une incroyable brutalité. Il faut attendre les années 1250-1260 pour que vraiment les derniers vestiges du catharisme soient extirpés. Mais on peut dire qu'à la fin du XIIIe siècle, toutes les grandes villes du Midi se sont ralliées à la monarchie, y compris Toulouse. Toulouse qui va rester un point d'appui très fort jusqu'à la fin du Moyen-Âge et évidemment pendant la guerre de Cent Ans. Quant à la noblesse locale, eh bien, elle se soumet ou elle disparaît, remplacée par des seigneurs du Nord. Un des agents de cette intégration a été Alphonse de Poitiers, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été
investi par son père et son frère de domaines très importants qui vont du Poitou jusqu'au Toulousain. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a appelé a posteriori l'apanage d'Alphonse de Poitiers. La fonction de cette vaste principauté était double. C'est d'une part assurer la garde de la frontière de la France royale face à la Guyenne qui reste aux mains des Anglais, et d'autre part, c'est d'assurer l'intégration de fiefs fraîchement réunis à la France capétienne. Le Poitou, où se trouvent beaucoup de barons puissants et assez rebelles, dont les Lusignans, et bien sûr le comté de Toulouse. Tout ça relève de ce qu'on a appelé, encore une fois a posteriori, la politique des apanages, qui consistait à inféoder les cadets de la dynastie des fiefs récemment réunis, de manière à les accoutumer progressivement aux règles administratives et législatives des rois de France. Bien. Alors, ces apanages avaient été soumis à des règles successorales particulières qui visaient à faciliter leur réintégration au domaine royal. C'est-à-dire que c'était des fiefs qui étaient inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être démembrés à leur tour, et qui n'étaient transmissibles qu'en ligne directe. Et même en ligne directe mâle. Bon, cela dit, le statut des apanages s'est précisé assez tardivement. Alors la politique des apanages a beaucoup été critiquée par les historiens, mais il ne faut pas oublier que ça a permis quand même un gouvernement de proximité, très utile en ces temps où évidemment les communications étaient plus difficiles que maintenant. Et puis surtout, compte tenu de la mortalité, des lois démographiques du temps, eh bien ces fiefs n'avaient effectivement pas une durée de vie très longue. Et de fait, Alphonse de Poitiers est mort sans héritier en 1271, et à ce moment-là, tous ces domaines sont revenus au domaine royal. L'inverse était possible, c'est-à-dire que quand la dynastie royale s'éteignait, eh bien, des princes apanagés pouvaient reprendre le flambeau. C'est arrivé à la fin du Moyen-Âge, quand Louis XII est devenu Louis XII, il était duc d'Orléans au préalable, et bien le duché d'Orléans a été rattaché au domaine. Même chose pour François Ier, qui était duc d'Angoulême, etc. Donc, premier événement majeur, la conquête du Languedoc par les Capétiens. Le deuxième événement majeur, c'est la formation de l'Empire angevin. Voilà. La formation de l'Empire angevin, qui a une importance absolument capitale dans l'histoire de la Méditerranée. L'apanage de Charles d'Anjou était constitué d'une part par l'Anjou proprement dit, et d'autre part par la Provence, acquise par mariage donc. Mais s'y ajoute surtout, dans les années 1260, le royaume de Naples, qui comprenait le royaume de Sicile, pardon, qu'on a appelé royaume de Naples, puisqu'il s'est réduit à la partie continentale. Donc le royaume de Sicile, c'est ceci, et la Sicile insulaire, bien sûr. Alors pourquoi ? Bon, le royaume de Sicile s'est constitué au début du XIIe siècle. Il a été formé par une famille, la famille d'Hauteville, qui vient de Normandie. Et à la fin du XIIe siècle, ce grand royaume tombe entre les mains, toujours par voie de mariage, tombe entre les mains des empereurs du Saint-Empire romain germanique, de la dynastie des Hohenstaufen. Ceci embête bien le pape, qui se trouve pris en écharpe entre le royaume de Sicile et le Saint-Empire romain germanique, à un moment où les papes sont en guerre ouverte contre les empereurs, dans le cadre de ce qu'on a appelé la lutte du sacerdoce et de l'Empire. Donc, le conflit entre le pape, qui prétendait au pouvoir théocratique sur tout l'Occident,
et l'empereur qui développait une théorie identique et inverse, puisqu'il prétendait évidemment gouverner tout l'Occident chrétien. Le pape avait réussi à faire du royaume de Sicile un état vassal de la papauté, même si c'était une vassalité assez théorique. Or, voici que ce contre-pouvoir devient un instrument supplémentaire entre les mains des empereurs germaniques, d'autant plus que le royaume de Sicile est un état très centralisé, très bien administré, et très riche sur le plan économique. Alors, le grand empereur Hohenstaufen, Frédéric II, meurt excommunié en 1250. Sa succession est assez difficile. Il a un fils bâtard, Manfred, qui va usurper la couronne de Sicile. Et pour faire face à ce danger, eh bien, le pape fait appel à Charles d'Anjou. Il faut conquérir ce royaume, ce qui n'est pas évident, puisque c'est même assez loin de la France, mais Charles d'Anjou réussit son opération assez vite et assez proprement. En 1266, Manfred est tué à la bataille de Bénévent. Et 2 ans plus tard, c'est Conradin, le petit-fils de Frédéric II de Hohenstaufen, qui est décapité après avoir été vaincu lors d'une autre bataille, la bataille de Tagliacozzo. Donc d'un coup d'un seul, Charles d'Anjou devient le maître d'un des plus vastes royaumes méditerranéens. Et en plus de cela, il va devenir le maître de toute l'Italie, car il réussit à se faire désigner protecteur ou vicaire par les principales cités d'Italie du Nord et d'Italie centrale. Donc vous voyez tous les petits points verts. Ce n'est pas très net, je suis désolé, mais enfin voilà, il y en a beaucoup, vous en voyez. Voilà. Tous ces petits points verts, ce sont des cités qui restent autonomes, mais qui ont quand même prêté allégeance à Charles d'Anjou et qui reconnaissent son vicariat, c'est-à-dire qu'ils lui versent des tributs importants pour que celui-ci puisse mener sa politique. Il réussit même à se faire nommer sénateur à vie de Rome, ce qui embarrasse un peu le pape, mais enfin. Alors tous ces succès montent un peu à la tête de Charles d'Anjou, dont les ambitions ne cessent de grandir, et il se lance assez vite à la conquête de l'Orient byzantin. Il prend pied en Albanie, mais il a vraiment des ambitions extrêmement larges, qui se heurtent d'une part à ce qui reste de l'Empire byzantin, et d'autre part à la puissance des rois d'Aragon. On est à la fin du XIIIe siècle, et à cette époque, les rapports de force entre islam et Occident chrétien se sont un peu stabilisés. La très grande majorité de l'Espagne a été reconquise sur les Arabes. Les croisés ont été chassés de Terre Sainte. En 1291, Saint Jean d'Acre tombe. Et en Asie mineure, se battent sur les décombres de l'Empire byzantin, ce qui reste de l'Empire byzantin d'autre part, et puis divers princes francs qui ont créé quelques seigneuries ou principautés au sud de la péninsule balkanique. Donc vous avez une principauté d'Achaïe, un duché d'Athènes, etc. Alors les rois d'Aragon, eux, fondent leur puissance sur le royaume d'Aragon proprement dit, ici, la principauté de Catalogne, nous reviendrons sur cette principauté déjà très autonome et déjà très frondeuse, et puis le royaume de Valence, reconquis sur les Arabes au cours du XIIe et du XIIIe siècle. Par ailleurs, les Aragonais sont également maîtres des Baléares. Ils se voient reconnaître une suzeraineté sur la Sardaigne qui devient de plus en plus effective. Et un des rois d'Aragon, Pierre III, a épousé la fille de Manfred. Il va donc revendiquer le trône de Naples. Et par ailleurs, à l'extrême fin du XIIIe siècle, au tout début du XIVe siècle, vient prendre place l'épopée de la célèbre compagnie catalane, qui est une compagnie de mercenaires appelée par les empereurs byzantins. Et cette compagnie de mercenaires mène une politique indépendante, totalement indépendante,
leur objectif est de vivre évidemment aux dépens des habitants de toute cette région. Mais en même temps, elle est dirigée par des chevaliers et des seigneurs qui sont assez proches de la dynastie aragonaise. Voilà. Alors, c'est donc ce match gigantesque entre Aragon et Anjou va se substituer à la querelle des investitures, c'est-à-dire à la guerre entre le pape et le Saint-Empire romain germanique, très affaibli à cette époque. À cette époque, donc la plus grande partie de l'Italie, et notamment les villes de plus en plus autonomes de toute cette partie-là, de l'Italie du Nord et de l'Italie centrale, toute cette partie-là est divisée entre un parti pro-impérial et un parti pro-pontifical, les Guelfes et les Gibelins, les Guelfes étant les partisans du pape et les Gibelins les partisans de l'empereur. Vous avez les deux partis dans à peu près toutes les villes, sachant que certaines villes penchent d'un côté plutôt que d'un autre. Florence est une ville plutôt guelfe, ce qui a valu l'exil à Dante Alighieri, qui lui était gibelin. Comme Charles d'Anjou a été appelé par le pape, les Guelfes vont naturellement se ranger derrière Charles d'Anjou. Et comme le roi d'Aragon a épousé une petite fille de Frédéric de Hohenstaufen, eh bien les Gibelins vont se ranger derrière lui. Donc on a véritablement un transfert d'allégeance qui est vraiment net. Alors la première manche de ce match a été évidemment remportée par Charles d'Anjou, qui prend vraiment bien possession de la partie continentale du royaume de Sicile. En revanche, en Sicile proprement dite, il a plus de difficultés, il subsiste un parti qui lui est très hostile, et en 1282, les Français sont chassés de Sicile lors des fameuses vêpres siciliennes, dont Verdi a fait un opéra très célèbre en 1855, à visée politique, puisqu'il s'agissait de promouvoir l'indépendance italienne. Voilà. Charles d'Anjou essaye de reprendre pied en Sicile, mais il meurt en 1285, et donc la Sicile reste aux mains des Aragonais. Alors les successeurs de Charles d'Anjou ne sont pas extrêmement brillants, et à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, le royaume qu'on peut maintenant appeler le royaume de Naples s'enfonce dans la crise, et les différentes branches de la famille d'Anjou se déchirent, notamment sous le règne d'une reine célèbre en son temps, Jeanne Ier, qui est étouffée sous un matelas par son neveu en 1382, neveu qui est lui-même assassiné quelques années plus tard. Enfin, c'est terrifiant. Bon. Mais avant d'être étouffée sous son matelas, elle a eu le temps de léguer, de faire un testament en faveur d'un nouveau duc d'Anjou, de la seconde maison d'Anjou, qui est l'un des fils de Jean le Bon. Voilà. Alors bon, on peut revenir quand même au roi de France. Pendant que se passent tous ces fâcheux événements à Naples et autour de Naples, eh bien la guerre de Cent Ans a commencé, elle tourne assez mal. Et pourtant, on constate que, malgré tous leurs déboires, les rois de France continuent à pousser vers le sud. En 1349, ils rachètent Montpellier aux Aragonais, au roi de Majorque qui constituait une dynastie cadette des rois d'Aragon. Et en 1349, Philippe de Valois rachète le Dauphiné. Avec Montpellier et son avant-port Latte, les rois de France disposent enfin d'une place économiquement importante et d'une vraie base de départ pour aller plus loin en Méditerranée. Je sais pas ce qui me passe. Je peux vous demander pas trop vous lever parce que sinon. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. D'accord, je vais essayer d'utiliser mieux mon pointeur. Alors, dans le même temps, les rois de France remportent un succès assez inattendu, qui est l'autosoumission de Gênes. Gênes a beaucoup décliné au XIVe siècle par rapport à ce qu'était cette grande cité au XIIIe siècle. Mais enfin, ça reste un très grand port. C'est une cité indépendante, mais qui est déchirée par les luttes de factions.
Il y a à Gênes une quinzaine de grandes familles qui se battent en permanence. Ça se lit dans la topographie même de la ville, puisque chacune de ces familles avait privatisé des quartiers entiers dont ils avaient fait de véritables forteresses. Alors, les Génois sont à ce point divisés qu'ils se résignent à faire appel à un souverain extérieur pour assurer l'ordre public chez eux. C'est une pratique assez ancienne en Italie, mais qui était alors assez passée de mode. C'est l'appel à ce qu'on appelait des podestats, donc une personne extérieure à la cité, nommée pour assurer un gouvernement neutre et au-dessus des partis. Les Génois ont décidé de choisir le roi de France, qui était à l'époque Charles VI. Et Gênes est passé sous domination française pendant un temps assez court, de 1395 jusqu'à 1409, mais par la suite, les rois de France ont gardé leur titre de seigneur de Gênes. Alors, la domination française a duré peu de temps, car, évidemment, les Français ont été appelés par quelques factions génoises, mais pas par toutes. Et les autres étaient opposés à cela. Alors, il faut savoir que, bien avant cet épisode, les contacts entre Génois et Français étaient très réguliers. Les arbalétriers génois servaient en grand nombre dans les armées royales, et il y a eu des amiraux de France qui étaient génois. Voilà. Mais en 1409, donc, les Français sont chassés de Gênes. Ils sont rappelés en 1458. Ils sont à nouveau chassés en 1461. Nouveau tournant au milieu du XVe siècle, quand les rois de France l'emportent enfin sur les Anglais. Et avec Charles VII, la politique des rois de France va complètement changer à l'intérieur du royaume, mais aussi en Méditerranée. Car Charles VII a une vision de ce que doit être le gouvernement des hommes tout à fait différente de celle qu'avaient ses prédécesseurs. Charles VII a une conception nationale et centralisée de la monarchie. Il commence donc à considérer d'un mauvais œil tout ce qui vient interférer entre ses sujets et lui, notamment les grands seigneurs et notamment les princes apanagés. Alors qu'auparavant, la politique des apanages était conçue comme un moyen d'étendre l'influence de la dynastie capétienne largement en dehors des frontières du royaume. Et de fait, cette politique a connu de grands succès. La dynastie angevine, quand même, a permis d'étendre l'influence française à la plus grande partie de la Méditerranée. On pensait aussi évidemment à la maison de Bourgogne, qui s'est rendue maîtresse de l'ensemble des Pays-Bas actuels. Voilà. Mais pour Charles VII, l'époque des apanages est révolue. Et donc Charles VII ne va pas du tout soutenir les prétentions de la deuxième maison d'Anjou en Italie. Ce qui entraîne quelques frustrations et quelques crispations à l'intérieur même du royaume et quelques révoltes nobiliaires. Il ne va pas non plus soutenir les prétentions nouvelles, pour le coup, de la maison d'Orléans sur le duché de Milan. Puisque, à la fin du XIVe siècle, Louis d'Orléans épouse Valentine Visconti, la fille du dernier duc Visconti de Milan. Les Visconti sont chassés de Milan, remplacés par une nouvelle dynastie, les Sforza, et du coup les ducs d'Orléans vont revendiquer le duché de Milan. J'insiste là-dessus parce que on passe d'une conception dynastique et impériale à une conception nationale du pouvoir. Et ce passage d'une conception à l'autre s'opère vraiment autour de 1400-1450. Le fils de Charles VII, Louis XI, est exactement dans cette ligne-là. Il le fait de manière beaucoup plus brutale que son père. Un exemple de cette politique
est l'attitude de Louis XI en 1477, quand Charles le Téméraire meurt sous les murs de Nancy. Charles le Téméraire a une fille unique, Marie de Bourgogne, qui aurait pu hériter de la plus grande partie des États bourguignons. Louis XI veut lui voler son héritage, et ce qu'il va vouloir voler est tout à fait intéressant, parce que c'est très symptomatique de cette nouvelle vision, c'est-à-dire qu'il va envahir l'Artois, la Bourgogne, mais aussi le Hainaut et le Franche-Comté, qui ne sont pas dans le royaume de France. Mais on y parle français. Et dans le comté de Flandre, qui relève du royaume de France, il ne va revendiquer que la partie francophone, c'est-à-dire la châtellenie de Lille, d'Oie et Orchy. Et par ailleurs, le Hainaut et la Franche-Comté sont des pays plus ruraux où il n'y a pas de grandes villes autonomes, souvent rebelles. Voilà. Et chose importante, Louis XI va renoncer à la domination directe de Gênes, qu'il va inféoder au duc de Milan. L'objectif de Charles VII et de Louis XI est donc d'avoir un bloc territorial cohérent sur le plan de la géographie, mais aussi sur le plan culturel. Alors, la politique méditerranéenne de Louis XI, eh bien, elle a existé, en particulier au début de son règne. Elle a existé dans une région dont on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire la Catalogne, en fait, la Catalogne et l'Aragon. Au début de son règne, il a senti qu'il y avait des opportunités d'extension, parce que le roi d'Aragon se trouvait en conflit ouvert avec son fils, comme Louis XI lui-même avait été en conflit avec son père Charles VII avant son accession au trône. Donc je vous l'ai dit, le royaume d'Aragon est composé de 3 parties principales. C'est vrai, pardon, il faut que je reste assis. La Catalogne, l'Aragon et le royaume de Valence. La Catalogne s'est constituée au XIIe siècle, c'est le résultat de la fusion-acquisition, si je puis dire, d'un certain nombre de comtés sous l'égide du comte de Barcelone. Donc voilà, il existe officiellement une principauté de Catalogne à partir, disons, du XIIe siècle, qui comprend donc le Roussillon. Or, très vite, la Catalogne obtient un statut particulier, très particulier, puisqu'en fait, le roi d'Aragon ne peut régner en Catalogne que par l'intermédiaire de son fils aîné, qui est nommé lieutenant général. Un peu comme le roi de France gouverne en Dauphiné via son fils aîné. C'est un peu le même système, sauf que la Catalogne, c'est la pièce maîtresse de l'Empire aragonais. Donc c'est plus embêtant que pour le Dauphiné. Par ailleurs, il existe en Catalogne une assemblée représentative, les Corts catalans, l'équivalent catalan des Cortes espagnols. Une assemblée représentative où on trouve les grands seigneurs, les princes de l'Église, l'abbé de Montserrat et les évêques, et les bourgeois des grandes villes, et en particulier Barcelone, qui est l'un des principaux ports de Méditerranée occidentale. On peut dire que la Catalogne, c'est le comté de Barcelone, et que le comté de Barcelone, c'est Barcelone, et que Barcelone, ce sont les quelques dizaines ou centaines de familles marchandes qui tiennent le conseil de la ville. Or, cette bourgeoisie catalane et barcelonaise soutient le fils du roi d'Aragon. Cette assemblée a de larges prérogatives en matière législative et surtout fiscale, puisque le roi d'Aragon ne peut lever d'impôts en Catalogne qu'avec l'autorisation des Corts. Alors, il faut bien savoir que ces assemblées représentatives existent ailleurs en Occident. En France, ce sont les États généraux. En Angleterre, le Parlement. En Allemagne, les Landtags des différentes principautés. Mais les Corts catalans ont obtenu un privilège extrêmement important, à savoir celui d'avoir une représentation permanente, un bureau permanent entre 2 sessions des Corts, ce qu'on appelle le général de Catalogne. Nulle part en Europe, une assemblée représentative n'a obtenu de tels privilèges et n'a réussi à s'émanciper autant de la personne du souverain. À l'origine, ces assemblées représentatives, c'était tout simplement la cour du prince.
cour du prince, donc où étaient rassemblés ses principaux vassaux. Et petit à petit, cette cour s'est étendue à l'ensemble des élites, puis à l'ensemble du corps politique, de la société politique de tous ces États. Donc, le couple Corts-Général de Catalogne est la force politique dominante en Catalogne et même dans le royaume d'Aragon. Tout en bas de l'échelle, vous avez les États généraux français. Ça, c'est un échec lamentable, puisque les États généraux ne sont réunis que sur convocation du souverain et de manière très très épisodique. En France, ils sont convoqués par exemple à la fin du Moyen-Âge en 1439, 1468 et 1484, c'est tout. Et en France, le roi de France a réussi à conquérir un monopole fiscal absolu et à confisquer le droit de consentir à l'impôt, ce qui est unique en Europe. En Angleterre, le Parlement a des prérogatives presque aussi importantes que celles des Catalans. Mais enfin, ça reste quand même nettement en dessous. Voilà. Donc j'insistais quand même sur cette exception catalane, puisqu'elle est intéressante dans l'absolu, et en particulier à notre époque. Donc, le roi d'Aragon entre en conflit avec les Catalans. En 1461, il est vaincu. Et il doit signer un traité qui lui interdit d'aller en Catalogne sans l'autorisation de son fils. Son fils meurt quelques mois plus tard. Rumeur d'empoisonnement, vous imaginez bien, à la clé, invérifiable. Et Louis XI se demande quel parti il va pouvoir tirer de ce conflit. Louis XI, en fait, négocie avec les deux, donc aussi bien avec les Catalans qu'avec Jean d'Aragon. En fait, ce qu'il aurait bien aimé, c'est d'être choisi, d'être désigné comme prince de Catalogne par l'Assemblée catalane. Mais évidemment, les Catalans ne s'étaient pas débarrassés de leur roi pour en prendre un encore plus puissant, encore plus tyrannique, et qui, sur le plan fiscal, n'avait rien de très engageant. En 1463, le conflit continue, dégénère, et les Corts catalans prononcent la déchéance de la dynastie d'Aragon. Ils vont donc chercher un souverain, ils ne choisissent pas le roi de France, ils choisissent au début un prince portugais, mais qui meurt au bout de 2 ans. Et finalement, en 1466, ils vont choisir le prétendant angevin à la couronne de Sicile. Lui-même meurt au bout de quelques années, assez jeune, en 1470. Alors, on meurt assez vite en Catalogne. Parce qu'il faut savoir que le climat est très malsain, il y a beaucoup de marécages, et donc c'est une région impaludée, ce qui fait qu'un très grand nombre de seigneurs français sont morts de fièvre, souvent lors d'été particulièrement brûlants. Louis XI est très fâché de ne pas avoir été élu prince de Catalogne, donc du coup il va négocier plutôt avec le roi d'Aragon, et en 1462 il va signer un traité qui lui donne le Roussillon, en contrepartie d'une assistance militaire contre les Barcelonais et contre les Catalans. Alors en principe, le comté de Roussillon est rachetable contre une somme de 200 000 couronnes, mais que le roi d'Aragon est bien en peine de trouver. Et du coup, Louis XI va garder le Roussillon, ce qui ne va pas être chose aisée parce que les habitants de Perpignan vont se révolter à plusieurs reprises. Et en 1493, son successeur, Charles VIII, rend le Roussillon à l'Espagne. Et par ailleurs, la rébellion catalane est vaincue en 1472 par Jean d'Aragon. Cela dit, Jean d'Aragon doit quand même confirmer tous les privilèges de Barcelone et de la Catalogne. C'est donc une victoire assez limitée, disons. L'emprise espagnole sur la Catalogne va devenir plus ferme, disons, à l'époque de Charles Quint et de Philippe II d'Espagne. Puisque, entre-temps, l'Aragon et la Castille auront été unis avec Ferdinand le catholique et Isabelle la catholique, sachant que chaque royaume gardera sa personnalité juridique, ses institutions, etc. Voilà. Alors la Catalogne va se révolter une deuxième fois pendant la guerre de 30 ans.
Les Français, ils sont pour beaucoup, hein. Et la Catalogne vivra une deuxième expérience d'autonomie, disons, entre 1640 et 1652. Cette deuxième rébellion est à nouveau vaincue. En 1659, un traité est signé entre la France et l'Espagne qui cède cette fois définitivement le Roussillon au roi de France. Bon, j'attire votre attention sur le fait que si la France a pu s'emparer d'un petit bout de Catalogne, c'est à chaque fois au XVe et au XVIIe siècle parce que la Catalogne s'était révoltée contre les Castillans. Voilà. Oui, puisqu'en fait, le roi d'Aragon au XVe siècle était d'une dynastie à l'origine castillane. Voilà. Voilà pour les aspects politiques, un petit peu strictement politiques de la politique, enfin, des aspects strictement territoriaux, disons, de la politique des rois de France en Méditerranée. Maintenant, je voudrais en venir à la politique économique, qui est très importante et qui va nous permettre de revenir un peu sur les grands courants commerciaux de Méditerranée à notre époque. Ah oui, bon, bah, ça, si vous voulez. Oui, j'aurais dû vous la montrer un peu plus tôt. Donc, on revient sur la carte de l'Espagne. Vous voyez le grand royaume de Castille, le royaume de Grenade, qui tombe en 1492, mais au fond, qui s'était stabilisé au XIVe siècle. On peut dire que dès la fin du XIIIe siècle, la reconquête, la reconquista, est quasiment achevée. Alors, vous avez aussi le petit royaume de Navarre, disputé entre France, Aragon et Castille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le roi d'Aragon s'est disputé avec son fils, c'est-à-dire que son fils voulait être roi de Navarre, du chef de sa mère, et le roi d'Aragon voulait rester maître de la Navarre, dont il était en principe le prince consort, mais pas plus. Voilà. Alors, le commerce en Méditerranée. Bon, la première chose à savoir ou à se remettre en mémoire, c'est que la Méditerranée est un espace économique majeur, et en particulier pour la France. On estime qu'au début du XVIe siècle, les 2/3 des importations du Royaume de France venaient de Méditerranée, et seulement 1/3 de la façade atlantique et du nord de l'Europe et de la Baltique. On assiste à un éveil de la façade atlantique à partir du XIIe et du XIIIe siècle, mais cet éveil est encore limité. Et d'ailleurs, cet éveil doit beaucoup à la Méditerranée, puisque il tient en grande partie au fait qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, les Vénitiens réussissent à franchir le détroit de Gibraltar et viennent alimenter directement en produits orientaux les ports flamands de Bruges, Gand, etc. Ça permet de s'affranchir des routes terrestres qui étaient évidemment longues et coûteuses. La première marchandise importée en France, alors ce ne sont pas les épices, comme on peut le croire, ce sont les soieries. Les soieries, c'est à peu près 40% des importations françaises au début du XVIe siècle. Et ces soieries viennent d'Italie, de Florence, de Milan, plutôt d'Italie du nord et du centre. Donc, si vous voulez, cette Italie du nord et du centre, c'est l'équivalent actuel, sur le plan du partenariat économique, de l'Allemagne. Et l'équivalent de l'industrie automobile et de l'industrie mécanique allemande, ce sont les soieries. C'est le gros enjeu économique du temps. Suivent quand même les épices, qui représentent à peu près 10% des importations en valeur. Alors il faut rappeler que les épices, ce ne sont pas seulement les condiments, hein. Ce sont aussi des matières tinctoriales, comme la cochenille ou le safran, qui sert en cuisine mais aussi en teinture. Et à l'époque, le coton est considéré aussi comme une épice. Donc vous voyez que les épices ne sont pas forcément des produits de luxe accessibles à une petite élite. Ce sont en fait des produits de grande consommation, mais effectivement à très forte valeur ajoutée par rapport à leur poids et par rapport à leur volume.
dans le célèbre tableau de Bruegel, Les Noces paysannes, on voit les paysans avec des assiettes oranges. En fait, ce sont des bouillies au safran. Et le coton entre dans la composition de textiles vraiment destinés plutôt aux populations pauvres, hein, comme les futaines. Alors les épices sont aux mains des... Enfin, l'importation, le commerce d'importation des épices est aux mains des puissances italiennes, et en particulier de Venise. Venise vient s'alimenter dans les ports du Levant, Échelle du Levant, et surtout, à la fin du Moyen-Âge, Alexandrie. C'est là qu'arrive la plus grande partie des épices importées d'Orient. Le commerce de la France avec le Maghreb actuel est assez insignifiant. Il y a du commerce de céréales, de cire, hein, la cire de bougie, la fameuse cire de bougie, et aussi du corail. Mais en valeur, c'est assez limité. Tout ça pour dire que les Français ont en fait très peu de contacts économiques directs avec l'Orient, puisque tout ce commerce se fait par l'intermédiaire des grands marchands italiens. Alors, au Moyen-Âge, les souverains avaient des politiques économiques, et des politiques économiques qui pouvaient être assez sophistiquées, si vous voulez, et qui témoignent d'une conscience aiguë de l'importance de ces questions. Évidemment, les princes avaient peu de prise sur l'agriculture, qui dépendait surtout de la météorologie. Ils en avaient un peu plus sur l'artisanat via les règlements sur les métiers. Mais ils en avaient beaucoup sur le commerce, notamment à travers les privilèges qu'ils donnaient à telle ou telle ville, et qui étaient en gros de deux types, hein, l'octroi de privilèges fiscaux et de foires, qui à certaines dates données conféraient des avantages aux marchands qui venaient, et puis l'octroi de monopoles qu'on appelait l'étape, c'est-à-dire qu'une ville avait le monopole du commerce de telle ou telle marchandise dans un rayon donné. Par exemple, les rois d'Angleterre imposaient que toute la laine exportée sur le continent passe par Calais. Voilà. Et du coup, les princes pouvaient quand même faire et défaire la fortune de très grandes villes. C'est ainsi que les princes des Pays-Bas ont privilégié Anvers aux dépens de Bruges, au tournant du XVe et du XVIe siècle, parce que les Flamands se révoltaient un peu trop à leur goût. Les rois de France, évidemment, avaient remarqué que le monopole des Italiens sur le commerce des épices leur coûtait cher. Et donc, ils vont essayer de promouvoir une politique d'approvisionnement direct en Orient. Alors, le premier personnage à avoir tenté l'aventure est le célèbre Jacques Coeur, qui, sous Charles VII, va essayer de mettre en place une flotte marchande pour commercer avec l'Orient. Il fait fabriquer 4 galéas. Une galéas, c'est une grande galère équipée de 2 ou 3 mâts. Des galéas qui sont qui ont leur port d'attache principal à Aigues-Mortes. Alors 4 galéas, ça paraît assez peu, mais il faut savoir que pour le commerce de ces marchandises à très forte valeur ajoutée, eh bien, les autres flottes n'étaient pas tellement plus importantes. La flotte publique de Venise comptait une vingtaine de galères, hein, pas plus. Donc on s'imagine le commerce des épices comme quelque chose de tout à fait important, avec une noria de galères allant et venant des ports de l'Orient vers Venise. En fait, non. En fait, Venise organisait chaque année 2 croisières vers Alexandrie.
Et les convois ne dépassaient pas la dizaine de galères au maximum. Donc le commerce des épices, qui rapporte des millions d'écus à Venise, c'est 2 douzaines de galères dans l'année, pas plus. Donc vous imaginez la valeur transportée par ces galères, c'est plusieurs dizaines de milliers d'écus par bateau. Et on estime qu'au début du XVIe siècle, enfin chaque croisière transportait des marchandises d'une valeur de plus d'1 million d'écus, c'est-à-dire l'équivalent des recettes annuelles du roi de France, qui est de loin le souverain le plus riche d'Europe à cette époque. Il faut bien se figurer l'extraordinaire concentration de richesses et de capitaux favorisée par le commerce des épices. Alors, la première tentative de Jacques Coeur tourne court, parce qu'il est disgracié par Charles VII. Ses biens sont confisqués. Il meurt en croisade en 1456. Mais Louis XI va plus s'intéresser que son père à ses affaires et va tenter de créer une compagnie commerciale, de faire créer une compagnie commerciale qu'il va largement subventionner. Alors il va désigner un neveu et un facteur de Jacques Coeur pour essayer de restaurer cette flotte. Il fait construire à ses frais 4 galéas, alors de très grosses galéas, qui jaugent jusqu'à 1000 tonneaux, ce qui est très important pour l'époque. Le problème, c'est que le roi de France doit arbitrer entre des intérêts qui sont très divergents. Comme souvent, c'est ça le gouvernement. Il doit arbitrer entre 2, voire 3 acteurs. Il y a d'abord la ville de Lyon. Il y a des foires de Lyon qui ont été accordées par Charles VII en 1420, pas par le dauphin Charles, en 1420. Et assez vite, Lyon devient la principale place commerciale pour les soieries et pour les épices en France. Et après, devient une place financière importante, puisque évidemment, ce sont des commerces qui nécessitent des capitaux importants. Et les marchands italiens qui les ont s'en servent pour d'autres choses, et par exemple pour des prêts à la monarchie. Donc vous avez Lyon, où arrivent par voie terrestre les épices et les soieries. En principe, on essaye d'éviter la voie terrestre, mais enfin, pour des marchandises peu pondéreuses, c'est encore possible. Vous avez le complexe languedocien avec Montpellier et Toulouse, surtout Montpellier. En Languedoc se trouve une industrie textile qui marche assez bien. Il y a des foires également, les foires de Beaucaire et Pézenas. Il y a donc un milieu favorable, si vous voulez, à des entreprises économiques d'ampleur un peu plus importante que ce qui existe ailleurs. Et puis il y a le port de Marseille. À l'époque, la Provence est entre les mains de la deuxième maison d'Anjou, donc ils n'ont pas réussi à conquérir le royaume de Naples. Mais ils ont quand même réussi à sauver la Provence. Et par ailleurs, en Italie, Louis XI a des alliés qu'il faut ménager. Et parmi ces alliés, il y en a qui font du commerce de soieries, en particulier les Florentins. Donc Louis XI a créé sa compagnie commerciale, basée à Aigues-Mortes, qui est une compagnie privée, mais qu'il va avantager par divers moyens. D'abord donc en finançant la construction de galéas, et ensuite en accordant des privilèges. Notamment dans les années 1460, il impose qu'on cesse toute importation d'épices jusqu'au retour des galéas. Et même en 1470, il interdit le commerce des épices par voie terrestre. Qui vient hurler, évidemment, ce sont les Lyonnais et les Italiens. Du coup, Louis XI accorde des dérogations aux puissances italiennes, ce qui revient à annuler le monopole de la compagnie navale, puisque à partir du moment où on accorde des dérogations à une puissance italienne, il suffit aux autres de prendre des prête-noms, et puis voilà, on passe à travers les mailles du filet. Donc toutes ces hésitations et tous ces arbitrages font que l'entreprise navale ne marche pas très bien. Et par ailleurs, Louis XI réquisitionne assez souvent les galères pour des opérations militaires, notamment en Roussillon.
Bref, toutes ces hésitations expliquent l'échec relatif de l'entreprise, qui effectue quand même un certain nombre de croisières, mais ces croisières ne dégagent que des bénéfices ridicules de quelques centaines ou de quelques milliers d'écus. On est très loin des centaines de milliers d'écus, ou plus, drainés par les croisières vénitiennes. Alors en plus, autre inconvénient majeur, c'est que les marins français n'ont pas l'habitude de naviguer en Méditerranée orientale, ce qui fait que, alors que les Vénitiens mettent 4 mois pour faire leur croisière, eh bien les Français mettent 1 an ou 2. Les Vénitiens ont beaucoup d'avantages. Ils ont des relais partout, ils connaissent le marché local, et puis ils ont des cartes, les fameux portulans. Toutes les galères vénitiennes ont 1 ou 2 cartes. La Catalogne est aussi un grand centre de production de cartes marines fiables. Il y a un atelier à Barcelone, qui est assez connu à l'époque, et qui reproduit pour tous les marins d'Europe les principales routes navales. Et par ailleurs, évidemment, les Vénitiens ont des représentations permanentes à Alexandrie. Ils ont accès au crédit beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'ils achètent leurs épices moins chères que les Français. Voilà. Alors par ailleurs, on crédite Louis XI d'avoir introduit l'industrie de la soierie en France. Bon, il faut faire litière de cette légende parce que ce qu'il a fait, c'est très modeste. Il a subventionné un atelier de 7 personnes à Lyon. Et après, il a fait venir cet atelier à Tours, puisque lui-même avait sa capitale, enfin sa résidence principale à Tours. Dans les années 1470, il y avait une vingtaine d'employés, italiens pour la plupart, qui produisaient des soieries de qualité moyenne et dont le coût était 3 fois supérieur au prix de vente. Donc il faut vraiment attendre les années 1520-1530 pour que se développe une industrie de la soie à Lyon, mais à l'initiative des marchands italiens. Alors, en 1481... Pardon de vous interrompre. Oui, allez-y. Parce que je suis un peu la gardienne du temps aussi. Oui, non mais j'arrive au bout du... Oui. Juste pour être sûr que vous ayez encore... Absolument, là j'arrive tout à fait au bout de mon propos. Et après nous pourrons deviser. Oui, en 1481, Louis XI hérite de la Provence, après la mort de René d'Anjou. Et du coup, Louis XI n'a plus intérêt à avantager le Languedoc par rapport à la Provence. D'autant que le port de Marseille est bien meilleur que celui d'Aigues-Mortes. Alors à l'époque, Marseille est une toute petite ville, qui compte 10 000 habitants, mais enfin, il y a des armateurs, il y a des capitaines, il y a des marins. Oui, bon, pour quelques chiffres quand même, parce que à Marseille, il y a à peu près 10 000 habitants, à Barcelone, 35 à 40 000, et à Gênes, entre 50 et 100 000, disons, pour rester large, et à Venise, 200 000. Et quand Louis XI hérite de la Provence, il veut faire de Marseille en fait la principale place commerciale française en Méditerranée. Et il convoque même une assemblée de notables en 1482. Et il essaye de créer une nouvelle compagnie à monopole pour commercer avec l'Orient, mais là les représentants des principales villes du royaume lui disent non, pitié, stop, ça suffit, laissez faire le marché, que l'État ne se mêle plus de ça. On peut dire donc que voilà, en 1481, à la mort de Louis XI, la politique royale, la politique économique royale a été quand même largement un échec. C'est le premier échec d'une politique qu'on pourrait qualifier de pré-colbertiste, et dont le modèle est la compagnie à monopole, la compagnie privée, mais dotée de monopoles d'État, de monopoles royaux. Alors j'insiste là-dessus parce que demeure quand même fermement ancré dans les esprits l'idée qu'il y aurait un déterminisme quasi génétique qui ferait des Français des êtres naturellement
prédestiné à ce qu'on appelle le colbertisme, donc, c'est-à-dire à l'interventionnisme de l'État en matière économique, ce qui est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette politique a souvent échoué. Elle a échoué à l'époque de Louis XI, mais elle a aussi échoué à l'époque de Colbert. Les manufactures de Colbert n'étaient vraiment pas très rentables. Elles ne concernaient qu'un minuscule pan de l'activité économique française. Et ensuite parce que ce n'était pas du tout une spécificité française. Tout le monde, à l'époque, faisait de la même façon. Les fameuses compagnies des Indes au XVIIe siècle étaient toutes des compagnies privées, mais à monopole. Et pour prendre l'exemple de Venise, eh bien, Venise procédait de la même manière que... Enfin, Louis XI, en fait, a cherché à imiter les Vénitiens, c'est-à-dire que la flotte de galères de Venise était une flotte publique qui appartenait à l'État, donc les galères appartenaient à l'État, et elles étaient louées chaque année aux commerçants qui souhaitaient trafiquer avec l'Orient. Voilà, et bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les échecs de ce prétendu colbertisme n'ont pas empêché l'économie française d'obtenir de beaux succès. La population de Marseille triple entre 1500 et 1550, elle passe à 30 000 habitants à peu près. Le commerce est multiplié par 20. Et dans les années 1530, pour la première fois, on voit des Marseillais à Alexandrie. Ça reste quand même modeste, toujours par rapport aux Italiens, notamment parce que les Italiens ont avantagé Marseille, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les armements marseillais étaient largement financés par les marchands italiens de Lyon, mais évidemment, ils arrêtaient de le faire quand leur monopole était menacé en Orient. De toute façon, le monopole vénitien s'effondre d'un coup d'un seul quand les Portugais franchissent le cap de Bonne-Espérance à l'extrême fin du XVe siècle. C'est une révolution économique et donc politique. Les Portugais peuvent s'alimenter directement en Inde, à des prix défiant toute concurrence, puisque le prix du poivre, le quintal de poivre était vendu 80 ducats à Alexandrie, et les Portugais se le procuraient pour 2 ducats à Calicut. Investissement formidable. Pour 2000 ducats, on obtenait un bénéfice de 5000 ducats. Et donc, effondrement subite du monopole vénitien. Alors, au début, les Vénitiens réagissent. Et au début, les épices arrivées par voie océanique étaient de moins bonne qualité, parce qu'après 1 an ou 2 de traversée, les épices étaient arrivées dans un état un peu défraîchi. Mais très vite, les Portugais réussissent à réduire le temps de la navigation, à améliorer les techniques de conservation. Et du coup, eh bien, les Vénitiens n'arrivent plus à suivre. Au point que, dès les années 1520, le commerce vénitien est réduit quasiment à néant. Alors Venise va se reconvertir dans d'autres trafics, et puis dans l'industrie du verre notamment. Mais enfin, c'en est fait de la prépondérance économique de Venise en Méditerranée. Voilà. Donc bien, j'en arrive précisément à la conclusion. Ce que je voulais vous montrer, c'est que avant la guerre d'Italie, eh bien, il y a eu beaucoup de guerres en Italie, il y a eu beaucoup de Français en Italie. Donc Charles VIII qui importe la Renaissance en France, vous voyez bien que c'est assez largement bidonné, puisque les contacts ont été extrêmement riches, intenses et fréquents avant la fin du XVe siècle. Alors il faut dire aussi que cette idée de rupture a été introduite à l'époque même par les humanistes italiens, qui croyaient vivre des temps nouveaux. Bon. Et cette légende de la rupture de 1494 ne date donc pas du XIXe siècle ou du XXe siècle, mais du XVe et du XVIe siècle. Voilà. Et alors, je trouvais aussi intéressant de vous montrer que finalement se sont affrontées en France même 2 visions politiques complètement différentes. Celle de l'État territorial, d'un seul tenant, sous administration directe du roi, s'étendant du centre vers la périphérie. C'est la politique des Capétiens directs, celle de Philippe Auguste, celle de Philippe le Bel, celle de Louis XI. Et puis une vision beaucoup plus universaliste et féodale, qui vise à promouvoir l'empire plutôt que le royaume, et la dynastie plutôt que la nation. Dans cette vision, les branches cadettes de la famille royale contribuent donc à étendre l'influence
de cette dynastie dans tout l'Occident chrétien. Alors les rois de France ont hésité entre ces deux lignes. Certains se rangent plutôt derrière la première vision, d'autres derrière la seconde. Saint-Louis, par exemple, est un peu entre les deux. Alors, on aurait pu croire qu'avec Charles VII et Louis XI avait eu lieu la clarification définitive. Et en fait, on voit que les successeurs de Charles VII et de Louis XI sont, de ce point de vue, beaucoup moins modernes qu'eux. L'objectif de Charles VIII est un objectif universel. Il veut conquérir le royaume de Naples pour être le premier personnage d'Italie et pour après reconquérir les lieux saints. Car la croisade reste quand même un horizon indépassable pour tout souverain qui se dit chrétien. Surtout quand il se dit roi très chrétien. Rex Christianissimos. De la même façon, François Ier a une vision universelle. Au début. Il veut être duc de Milan, roi de Sicile, pour être maître de l'Italie, et qui est maître de l'Italie est maître du monde chrétien. D'où sa fameuse candidature au trône impérial en 1519. Puis bon, après Pavie, il doit un peu réviser ses ambitions à la baisse, et du coup il revient à la vision capétienne, disons, c'est-à-dire qu'il essaye d'étendre les frontières du royaume de France, mais de façon à ce qu'il y ait quand même toujours un continuum territorial. Et par exemple, il abandonne le duché de Milan, enfin, il n'abandonne pas ses prétentions, mais il va se préoccuper de conquérir la Savoie et le Piémont, bien plutôt que le royaume de Naples. Et son fils Henri II, lui, va donner la priorité plutôt aux frontières du nord et de l'est. Voilà. Alors ce qu'on peut dire, c'est que oui, la politique méditerranéenne de la France est le résultat de cette confrontation entre ces deux visions. Les guerres d'Italie sont le fruit de la vision universelle, féodale. Et le littoral français est au contraire le legs durable du génie capétien qui a permis d'intégrer progressivement, mais finalement assez rapidement, toute une région qui était au départ profondément hostile aux hommes du Nord. Voilà. J'en ai fini pour l'exposé. Merci beaucoup. Je voudrais vous faire une petite remarque. C'est que où commence la Méditerranée? En fait, quand aujourd'hui on parle de la relation avec la Méditerranée, on pense assez spontanément la rive sud de la Méditerranée. Quand on dit l'Europe est en relation avec la Méditerranée, c'est ça qui vient à l'esprit. J'ai appris assez récemment qu'au 19e, quand il y a ce mouvement philhellénique qui se développe au début du 19e, la Grèce était l'Orient en fait. Et j'avais pas cette idée très précise en tête parce que c'est quand même, on considère que c'est quand même un berceau de la culture occidentale, la philosophie grecque classique. Donc, où commence la Méditerranée? Et j'étais étonnée au début que vous soyez resté longtemps sur les histoires hispano-françaises, pour ainsi dire. Mais effectivement, vous avez raison, c'était la Méditerranée et c'était tout à fait éloigné d'autres zones d'influence éventuelle de la France. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième petite remarque, et là-dessus, je peux dire qu'on va traverser la Méditerranée cet après-midi très largement, parce que du coup, on va faire un pas vers plus au sud. Et vous avez, à très juste titre, beaucoup développé sur le commerce en Méditerranée, qui était effectivement le fait des villes-ports italiennes et tout ça, mais vous n'avez peut-être pas dit, et je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez, du fait que au fond, les équipages des galères qui sillonnaient la Méditerranée, malgré tout, pas mal, parce que c'est vrai que bon, c'était des convois pas comme aujourd'hui, mais
les équipages étaient très mixtes. Et en fin de compte, assez rapidement, vous avez dit, les Marseillais, à un moment donné, se trouvent à Alexandrie pour la première fois, mais un peu partout, il y a quand même, je trouve, quelque chose d'intéressant éventuellement à raconter sur ces équipages très, très mixtes. Il y avait aussi des bandits et des gens pas très recommandables sur les bateaux, mais il y avait des gens de partout qui se mélangeaient, qui après allaient dans les ports. Les ports étaient quelque chose d'un peu particulier à l'époque. C'est pas juste une question de mesurer le poids économique des marchandises, me semble-t-il. Il y a une autre dimension qui est peut-être pas si anecdotique que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je raconte ça. Je pense que c'est à mesurer. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup insisté sur le grand commerce. C'est une tradition historiographique qui remonte en gros aux années 20-30, quand on a commencé à s'intéresser à ces questions économiques. Après, je pense qu'en effet, on minore un peu le commerce de marchandises moins coûteuses. Il y a toujours eu un commerce de céréales, alors qui est très aléatoire parce que ça dépend beaucoup des récoltes, qui dépendent elles-mêmes beaucoup de la météorologie. Il y a un commerce aussi, un petit commerce de laine, de matières premières utiles à une industrie, à un artisanat un peu moins prestigieux que celui des soirées. Donc ça, effectivement, puisqu'au fond, toutes ces estimations économiques se fondent sur des archives qui sont en général les revenus douaniers perçus dans les grandes villes. Mais tout ce petit commerce de proximité qui se faisait ailleurs que dans les grandes villes nous échappe assez largement, oui. Oui. Et donc effectivement, ce petit commerce était le fait de personnes plus nombreuses que les quelques très grands marchands qui, en effet, avaient le monopole du commerce de Paris et surtout des épices. Il n'y avait pas du tout de commerce, de commerçants arabes, nord-africains, etc. On a l'impression que les seuls acteurs, c'était des Italiens, des Français. Oui. La domination des Italiens était écrasante, oui. Absolument écrasante. Oui, c'était... enfin déjà, entre l'import-export, en fait, si on peut parler comme ça, je veux dire, la proportion de ce qui était donc de l'importation de lointaine par rapport à l'économie globale. Est-ce qu'on a une idée de ça, tout d'abord? Et puis, je note qu'en fait, même si ça venait de très loin, en fait, c'était toujours un commerce de proximité, en fait, parce que ce que l'on note, c'est que en fait, chaque royaume, chaque territoire travailler avec le territoire d'à côté. Mais il n'y avait pas, je veux dire, on n'est pas du tout dans un même phénomène que le système économique actuel. Voilà. Le commerce lointain est vraiment le fait de ces Italiens. Et après, les contacts commerciaux principaux se font en effet avec les pays voisins, ça c'est sûr. Oui, oui. Donc des contacts entre Occident et Orient, eh bien ils se font surtout sur les zones frontières. Alors après la proportion entre commerce lointain et commerce de proximité, ça c'est quelque chose qui est à mon avis impossible à chiffrer avec précision. Même en poids relatif. Oui, oui, on n'a que des indices si vous voulez. Si vous lisez Montaillou, village occitan de Leroy-Ladurie, on voit que des très modestes bergers, en fait, ont des activités économiques assez importantes, de part et d'autre des Pyrénées, et manipulent des sommes assez importantes en proportion. Alors, on estime d'ailleurs que le commerce français, au début du XVIe siècle, était plutôt bénéficiaire. Or, ce commerce, les exportations françaises étaient en général des exportations, là aussi, de proximité vers l'Espagne, vers l'Allemagne, vers l'Italie. Oui, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du commerce et encore moins un spécialiste d'histoire française. Mais c'est vrai quand même qu'on a un problème de documentation et de biais toujours. Je prends un exemple que moi je connais. J'ai beaucoup travaillé sur les archives de l'ordre de Saint-Jean
en l'occurrence les archives du monastère de Patmos, en l'occurrence les archives en turc ottoman. Eh bien, les moines de Patmos, sur des barcoules, d'assez petits bateaux, tout de même, rien à voir avec les galéas françaises ou italiennes ou vénitiennes, eh bien, ils achetaient de la valodée, donc un produit tinctorial sur la côte anatolienne. Eux-mêmes étaient sujets ottomans, hein. Et puis ils allaient vendre ça en Italie, souvent à Venise, pas forcément. Ils en ramenaient des brocards qui étaient vendus sur le marché ottoman, et ça leur servait à payer leurs impôts, autre chose. Donc on a évidemment de même, là, quand on se place alors au XVIe, XVIIe siècle, on imagine toujours que l'islam, c'est au bout du monde. C'est un certain nombre de milles nautiques entre la côte italienne et la côte balkanique. Et il y avait pas mal de va-et-vient de petits bateaux qui échappent quand même pas mal à notre connaissance des choses. Donc, je ne reviens pas sur ce qui a été dit parce que je suis incompétent, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas toute l'histoire. Merci, parce qu'en fait, c'était une question de l'intervenant cet après-midi, Nicolas Batan, et vous retrouverez cet après-midi. Est-ce que les croisades n'ont pas joué un rôle dans la politique méditerranéenne de la France? Parce que pas mal ça a développé le commerce, les échanges. Oui. Vous avez remarqué que je n'en ai pas du tout parlé. Oui. Oui. Bah, c'est un peu exprès, en fait. Parce qu'il y a cet horizon de la croisade, c'est sûr, mais disons que ce n'est pas pour aller à Jérusalem que Philippe Auguste s'est implanté en Languedoc. Voilà. Alors, la seule chose qu'on peut relier directement aux croisades, c'est en effet les travaux à Aigues-Mortes. Mais enfin, c'est quand même assez limité. Voilà. Et la croisade de Tunis, précisément, Saint-Louis, d'ailleurs, ça a surpris tout le monde, y compris à l'époque. Donc Saint-Louis est allé à Alexandrie, mais lors de sa deuxième croisade, il est allé à Tunis, c'est-à-dire précisément à un endroit où il n'y avait pas d'intérêt économique majeur ni politique. Donc oui, je pense qu'il faut il faut à la fois avoir en tête l'importance qu'avait l'idéal de croisade chez tous les gouvernants de l'époque, et en même temps minorer l'influence directe qu'ont eu les croisades sur la politique, réellement la politique des rois de France. Oui, vous n'avez pas tellement évoqué les importations culturelles, mais bon, évidemment le sujet était plutôt économique, mais pas non plus beaucoup les exportations. Et quel était l'équilibre de la balance commerciale, si j'ose dire, un peu sur ces siècles-là? L'équilibre de la balance commerciale, il est perçu comme globalement positif. Ce qu'on exporte vers l'Orient, ce sont des métaux précieux. Alors, ce n'est pas tellement le cas de la France qui a peu de métaux précieux à proposer. Ce sont des textiles. Toute une gamme de textiles bas et moyen de gamme, enfin on dit entrée de gamme aujourd'hui pour le bas de gamme, mais bon. Alors, qui n'ont pas la réputation évidemment des soieries et des brocards, mais enfin qui représentent un commerce très important, au moins en volume, et donc en valeur. Et sinon, on exporte Alors, la France, en tant que telle, exporte ailleurs des denrées telles que le sel, évidemment, le vin, et les céréales, mais plutôt vers les autres pays d'Europe là, que vers l'Orient. Donc on a affaire en fait à une économie. En fait, la France, c'est un peu caricatural, mais en fait, la France du XVIe siècle, c'est un peu la Chine de l'Europe. C'est-à-dire que déjà, c'est le pays le plus peuplé d'Europe. Hein. Un Européen sur 4, enfin un chrétien sur 4 est français. Et ensuite, il y a toute une production à valeur ajoutée relativement faible, mais de volume important, qui est écoulé vers les pays extérieurs, surtout les pays frontaliers. Voilà. Et le roi de France bénéficie de cette activité, hein, et de ce bénéfice de la balance commerciale, qui fait que les rois de France, quand même, malgré tout, restent beaucoup plus riches que les rois d'Espagne, malgré tout l'or d'Amérique.
C'est un autre sujet. Enfin, je veux dire, c'est la logique des rois ou des princes, c'est une logique de fiscalité, enfin d'enrichissement par la fiscalité. C'est pas une logique de commerce, je crois. Ah, si. Non, le commerce, c'est une opportunité. C'est un moyen c'est un moyen de lever les impôts par le biais de la fiscalité indirecte. Oui. Et en fait, leur logique, elle est une logique d'appropriation territoriale pour une optimisation de la fiscalité. Mais je veux dire, c'est ça leur objectif, c'est pas le commerce. Non, c'est un moyen, c'est pas une fin, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est un moyen, c'est pas une fin. Après, il y a un décalage important entre ce qu'est l'idéal du gouvernement, pour les théoriciens de l'époque, les philosophes, les théologiens, et la pratique et les objectifs réels des gouvernants. Donc vous avez une réflexion politique qui est très développée à l'époque, enfin à partir du XIVe siècle. La réflexion qu'il y a autour du magistère royal, du bien commun, du rôle et de la place du roi, cette réflexion-là est beaucoup plus intéressante au XIVe qu'au XVIe ou au XVIIe siècle. Enfin, si au XVIe siècle c'est intéressant grâce précisément à la réforme protestante qui désinhibe un peu les penseurs, mais au XVIIe siècle, en tout cas en France, la réflexion n'est pas très intéressante. Elle est très intéressante au XIVe siècle. Donc il y a un décalage entre effectivement le rôle théorique du prince, qui est d'assurer le bien commun, et ce qu'est leur politique. La politique de Louis XI, c'est d'abord d'étendre le plus possible le territoire du roi de France, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui était obsédé par ça, par le pouvoir, et pas du tout par le bien commun. D'ailleurs, il a triplé les impôts sous son règne, ce qui a conduit à un paroxysme fiscal qui n'aurait pas pu être soutenu sur la longue durée. La prise de Constantinople en 1453 a eu quelques effets sur le commerce, sur la perturbation du commerce italien dans la région, parce qu'on voit qu'on n'est pas très loin de la nouvelle prise territoriale de l'Empire ottoman là, sur l'Italie. Oui. Est-ce qu'il y a eu une concurrence des Ottomans? Est-ce que la marine ottomane a perturbé le circuit du commerce italien? Bon, alors en 1453, l'Empire byzantin, ça n'était plus grand-chose depuis déjà très longtemps. Après, la prise de Constantinople a été un choc, évidemment. Bon, des Vénitiens ont été tués, etc. Je ne pense pas que ça ait eu une importance économique majeure, en tout cas sur le long terme. Alors, ce qui passe pour avoir eu mais je ne suis pas assez spécialiste de ces questions-là pour vous l'affirmer vraiment avec assurance, mais ce qui passe pour avoir été beaucoup plus important, c'est la conquête de l'Égypte par les Ottomans en 1517. Et là, évidemment, après, les Ottomans n'ont pas avantagé les Vénitiens, ça c'est sûr. Mais bon, ce sont des choses qu'on dit depuis trop longtemps pour ne pas devoir être un peu remis en doute. Bon. Oui, je pense que vous êtes beaucoup mieux à même. Non, ce qui est très très important en réalité, c'est la fermeture de la mer Noire. Vous avez des comptoirs génois en particulier, et ça veut dire d'abord que le flux d'esclaves est désormais plus ou moins interdit aux nations occidentales. Donc ça a été très important, et aussi évidemment du commerce d'approvisionnement, parce que les plaines de la mer Noire apportaient du blé vers son ouest, et un ouest qui pouvait aller très loin. Ceci étant une fois dit, c'est vrai aussi pour la conquête de l'Égypte. Les Ottomans n'ont aucune objection particulière au commerce. Alors ils sont un peu réticents. D'abord, ils taxent les exportations, ce qui n'est pas idéal pour faciliter l'exportation, mais ça ne les empêche pas, loin de là. Et ils ont évidemment une vision restrictive concernant des questions de produits stratégiques. Mais ça n'est pas propre aux Ottomans. Les Occidentaux font autant. Ça veut dire que notamment l'exportation de blé
est très contrôlé, puisqu'il s'agit de nourrir Constantinople, de s'assurer un approvisionnement continu pour que les armées puissent tenir le coup. De même que les chevaux ne peuvent guère sortir. Quand on prête des chevaux aux ambassadeurs, ils sont priés de les laisser à la frontière quand ils sortent du territoire. Mais pour autant, l'idée que l'Empire ottoman a cassé le commerce méditerranéen, non, il en vivait aussi. Vous avez parlé très peu de la rivalité entre Gênes et Venise, qui était très importante à l'époque. Oui, bien sûr. Qu'en est-il? Oui, qu'en est-il? Effectivement, c'était un peu en dehors du sujet, même si ça y confinait. La rivalité entre Gênes et Venise se règle, si vous voulez, au XIVe siècle par la victoire de Venise, même si Gênes conserve des positions importantes, notamment effectivement en mer Noire, du côté des comptoirs qui se trouvent en Crimée. Voilà. Et surtout, la querelle entre Gênes et Venise se règle aux dépens de Gênes à cause des profondes divisions politiques de la cité. Voilà. Mais en effet, c'était deux ports qui étaient exactement sur le même credo, donc qui ne pouvaient pas beaucoup s'apprécier, ça c'est sûr. Alors, quelque chose d'important, c'est aussi, à notre époque, le passage de Gênes de l'influence française vers l'influence espagnole. Ça, c'est sûr que c'est quand même quelque chose d'important. Gênes était une ville très liée au roi de France au XIVe siècle, et évidemment, au XVIe siècle, c'est une ville largement dominée par les Espagnols. Bon. Même si Gênes réussit quand même à conserver une grande autonomie. Mais enfin bon, vous connaissez peut-être un général espagnol célèbre qui s'appelait Spinola, il était génois en fait. Et bien sûr, les grandes découvertes les Génois ont joué un rôle très important dans les grandes découvertes grâce aux subventions des monarchies ibériques. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire un mot en fait de la rivalité qui pouvait exister entre le roi de France et le Saint-Empereur germanique, notamment vis-à-vis du pape en fait, et de l'image que le roi très chrétien devait probablement donner au pape pour asseoir sa légitimité? C'est une rivalité en fait assez atténuée par le fait que le principal adversaire de l'empereur c'était le pape, et puis surtout tous les princes allemands concurrents, et également toutes les villes italiennes qui avaient des velléités d'autonomie. Et le principal adversaire des rois de France, c'était le roi d'Angleterre. Donc il y a en effet une rivalité symbolique pour savoir qui va être le monarque le plus chrétien, qui aura vocation à dominer l'Occident chrétien. Mais enfin, après le XIIIe siècle, on a très peu de confrontations directes entre le roi de France et l'empereur. Et d'ailleurs, pendant la guerre de 100 ans, les Valois étaient très liés, au contraire, à la famille de Luxembourg qui détenait le trône impérial. Et de toute façon, à partir de Saint-Louis, l'affaire est faite. C'est-à-dire que le souverain le plus chrétien, c'est le roi de France. Même si le titre de Rex Christianissimus ne sera officiellement accordé par la papauté au roi de France qu'en 1469, donc sous Louis XI précisément. Même si c'est un terme qui apparaissait beaucoup sous la plume des propagandistes, mais français. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de remercier encore une fois notre intervenant.